Madame, Monsieur, bonsoir. La vie n'est pas tous les jours facile. Souvent, notre voisin traverse des situations telles que nous ne l'imaginons même pas. Le manque d'argent, la pauvreté peut pousser beaucoup aux extrêmes. Alors, elle peut nous élever ou encore nous détruire. Plusieurs leaders estiment que la pauvreté, c'est une malédiction. Notre invité de ce soir, donc, il en a fait une force. Et puis, en deuxième partie, on débattra autour du thème « Comment partir de zéro à héros ». Et avec nous pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel. Donc, vous mettez un S à Intime et un S à Conviction. Vous défilez sur la page. Vous allez pouvoir poster votre commentaire sous la publication du jour qui, elle, a déjà été faite. Et puis, sur ce plateau, ici, avec nous pour en parler, on commence par quelqu'un que vous connaissez, l'apôtre Jérémie Nembot. Il est homme de Dieu. Bonsoir. Bonsoir Aline et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, l'air de l'Ouest vous a plutôt fait du bien. Apparemment, je me suis absenté pendant 3 jours. Oui. J'étais à l'Ouest et puis j'ai pu me reposer. Oui. D'accord, dans un chalet de montagne. Ça vous a fait du bien plutôt, hein. Je peux vous garantir que ça vous a fait du bien. Oh, je vous remercie. Voilà. Mais je me sens en forme après ce voyage. Oui, chargé à bloc. Et puis, une autre personne aussi, Ludovic Nganou, il est leader de jeunes, leader de groupe de danse. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir à toute l'assistance et ravi d'être là pour me voir aujourd'hui. Oui, alors vous êtes là parce que vous aussi, on avait écouté votre parcours qui était vraiment un autre parcours atypique, et vous êtes jeune. Et vous êtes en train d'explorer. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle qui est tombée juste hier. Ouais. Vous êtes sélectionné pour... En fait, ma troupe et moi, on est sélectionnés pour participer à un festival qui se trouve du côté de Paris. Oui. Et voilà, on partira pour explorer d'autres horizons. C'est quel festival? Africa 2020. Oui. Pourquoi pas conquérir d'autres horizons? C'est ce qu'on s'est dit. Voilà, on a challengé et voilà. On est sélectionné, c'est bon. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. C'est la première sélection d'envergure. Pour moi, oui. Ah. Ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'autres sélections, mais c'est resté dans l'Afrique avec mon équipe. Mais pour une fois qu'on peut aller exploiter cet autre horizon tant prisé là, voilà, on a tenté notre coup avec le collectif et... Bravo. Merci. Bravo, vous êtes content. Trop content. Et vos parents, ils vont être fiers de vous, de là-haut où ils vous observent. Voilà. Et puis aussi avec nous sur ce plateau, Francis Tchégué, il est coach en développement personnel. Bonsoir. Good evening, Aline. It's such a great pleasure to be here, fellow viewers, and I'm sure I'm going to bring out the best contribution just to help all of our fellow viewers who are watching right here at home. Jamais sans votre thé. Absolument, jamais sans mon thé. Et je bois à votre santé, amis téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tchégué? Tchégué, en fait, c'est une prononciation plutôt occidentale parce que, vous savez, les officiers d'état civil, ils écrivent ce qu'ils entendent. Mais normalement, dans ma langue maternelle, dans mon lointain bafan, ça se prononce Tchégué. Tchégué, qu'est-ce que ça veut dire? Épatez-nous. Ah ouais, je peux vous épater là-dessus. Non, il y a toute une tirade, toute une explication derrière. En fait, c'est d'abord, à la base, c'est un fils de faucon. Oui. Vous savez, le faucon, l'oiseau. Ah voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une caractéristique particulière de cet enfant de faucon. Oui. Donc, vivace, agile, intelligent et rapide. Et votre nom vous ressemble? C'est aux autres de juger. Hein. Je saurais me qualifier par moi-même. D'accord. Et puis, une personne qui va témoigner ce soir, vous saurez pourquoi on a fait le choix de lui. Il s'appelle Samuel Bahiha. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir à vos chers téléspectateurs de Canal 2 International. Oui. Samuel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez pouvoir inspirer ceux qui vont vous écouter ce soir. C'est tout le devoir qui est mien ce soir. Oui. Alors voilà donc le décor planté, place au témoignage juste derrière la transition.
Alors, avec vous, Samuel, qu'est-ce que Bahiha veut dire, dans votre langue à vous? Déjà, Bahiha, c'est en ma langue, parce que je suis Bassa. Bahiha voudrait dire qui les remplace. Celui qui remplace. Celui qui remplace. Ah, et Samuel, vous avez déjà demandé à votre maman. Vous savez qui est Samuel dans la Bible? Je sais que Samuel dans la Bible était le fils que Anne a tant demandé à Dieu. Bon, mais curieusement, ma mère se prénomme aussi Anne. Ah, ouais. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sa maman, elle se prénomme Anne, et lui, il se prénomme Samuel. Et Anne, on parle sous le contrôle de l'homme de Dieu qui est sur ce plateau. Et Anne, c'est cette dame qui, avant même de concevoir Samuel, l'avait déjà consacré. Est-ce que vous avez une vie consacrée? Modestement. Ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord. Alors, Samuel, votre histoire débute quand vous avez 5 ans, où votre maman décide de partir de la maison. Oui, justement, lorsque j'avais 5 ans, maman et papa n'arrivaient plus à s'accorder. Ça veut dire, ils trouvaient qu'il était mieux pour eux de se séparer. Chacun allait de son côté. Donc, on nageait dans le mélange des deux. Aujourd'hui chez maman, demain chez papa. Aujourd'hui chez maman, demain chez papa. Bon, mais à une certaine mesure, papa s'est dit, il a la capacité de mieux nous encadrer que maman. Parce que la première initiative, on a fait une semaine chez maman. Tous les 3, nous sommes tombés malades. J'avais 5 ans, celui qui me suivait 4. Le dernier en avait 3. Oui. Papa se dit donc qu'il risque de nous perdre. Et le mieux pour lui, c'est de nous garder avec lui. D'accord. Alors, vous nous apprenez que vous avez commencé à faire la cuisine à 5 ans. Oui, la Providence a voulu, après le départ de maman, il fallait quand même quelqu'un qui puisse faire la popote, comme on le dit, de façon triviale. Alors, je me rappelle, dans ce désordre d'idées, que je voyais maman composer quand même quelques sauces. Et l'une des sauces qu'on prenait régulièrement chez nous, c'était la sauce arachide. Ça veut dire à 5 ans, je savais qu'il fallait juste faire moudre des arachides, les mélanger avec de l'eau et mettre au feu. Après quelques temps, on pouvait se servir. Et vous avez préparé sur quoi? Je veux dire, c'était sur du réchaud à pétrole, du feu de bois, c'était sur quoi? À cette époque, on n'avait pas le luxe de s'offrir un réchaud à pétrole. Ça veut dire qu'il fallait faire un foyer. Qui a fait le foyer? Moi, justement. À 5 ans? Oui. J'ai vu maman le faire plusieurs fois. D'accord. Et quand vous avez préparé, vous prépariez, est-ce que votre papa mangeait? Papa était contraint. Papa était contraint parce qu'il n'avait pas une autre alternative. Déjà, les conditions ne lui permettaient pas de s'offrir un plat à l'extérieur. Il était dans l'obligation de manger ce que j'avais préparé. Ça veut dire le soir, après qu'il rentrait de sa débrouillardise, lorsque l'occasion le lui permettait, ou après qu'il ait vadrouillé toute la journée à chercher de quoi manger pour nous, il revenait le soir et il trouvait que le jeune bonhomme, le gamin que j'étais, avait pu prendre certains plats et mettre sur la table pour servir à manger. Et le soir, on mangeait avec toute la gaieté. Vous étiez la seule maison du quartier qui n'avait pas d'électricité? Ouais, paradoxalement, on était la seule maison au quartier. Vous voyez des gens autour de vous, tout le monde est éclairé. Normalement, vous le soir, vous vous contentiez de votre lampe tempête, lampe à pétrole comme on l'appelle généralement. Pendant combien de temps vous avez vécu sans électricité? Plus de 5 ans. Plus de 5 ans sans lumière, avec des maisons autour qui ont de l'électricité? Oui, justement, c'est ce côté un peu social qui a décrié parfois. Bon, mais le contexte était aussi particulier parce que papa n'avait pas déjà l'argent pour payer la caution. Parce que lorsqu'il faut... Oui, bien sûr, ça on le sait, oui. Alors, au-delà de cela, quand vous arrivez en classe de 6e, vous aviez quand même votre argent de poche. Argent de poche, c'est trop dit. J'avais à cette époque 40 francs. Oui. Papa nous donnait à 3 100 francs CFA. J'avais 40, celui qui me suivait avait 30 francs et le dernier en avait pareil. Et avec ces 40 francs, on se débrouillait autant qu'on pouvait pour manger. Bon, quand on regarde la situation actuelle, hier c'était un peu plus facile. On avait des facilités de s'offrir un bout de pain à 10 francs.
de se payer une peau de bœuf à 10 francs. Et les autres 20 francs, on pouvait jongler entre sucettes ou toute autre sucrerie autour. Oui. Alors, vous glandiez aussi sur, comment on appelle ça, marauder les mangues et autres chez les voisins. Oui, avec tout un plaisir. Ça veut dire parfois, on avait nos voisins entre 4h et 5h du matin. Il fallait vadouiller autour des manguiers des voisins pour prendre leurs fruits avant qu'ils ne se lèvent à 6h. On avait pris les premiers et entre 7h et 7h30, il fallait chercher quelqu'un au quartier qui pouvait prendre tes fruits contre une pièce de 50 ou 100 francs parfois. Et c'était un luxe pour nous. Et à l'école, comment est-ce que ça se passait? Je veux dire, vous êtes quand même allé à l'école. Il a pu malgré tout vous scolariser. Vous aviez une seule tenue de classe? Ouais, le contexte à l'école, c'était encore beaucoup plus difficile. Oui. Beaucoup plus difficile parce que j'avais droit à la même paire de chaussures, parfois 4 ans durant. 4 ans, une seule paire de chaussures? 4 ans, la même paire de chaussures et la même tenue. Vous entreteniez la chaussure là comment? Je veux dire que... Comment est-ce qu'on passe 4 années avec une paire de chaussures? Lorsque vous avez un seul bien, vous êtes dans l'obligation de mieux l'entretenir pour qu'il vous serve davantage. Et la chaussure qu'on pouvait s'offrir était un luxe pour nous. Parce qu'on savait que la condition ne permettait pas d'en avoir une dans les jours à venir. Ça veut dire qu'il fallait la couver de soins. Et à l'école, je me rappelle que les camarades me donnaient des surnoms, des petits surnoms. Et lesquels? Camarade Lai. Ou parfois c'était Wamakoul. On se rappelle bien de cette fameuse lecture de Wamakoul. Et qu'est-ce que ça vous faisait, vous? Au début, choqué. Pourquoi? Choqué parce que vous viviez dans ce milieu où vos camarades avaient un complexe que vous n'aviez pas. De savoir que vos camarades avaient le luxe de pouvoir avoir 2 paires de chaussures et que vous en aviez une seule. Parfois qu'ils pouvaient manger à leur faim et boire à leur soif et que vous deviez vous contenter juste des restes de la société. Et déjà, c'était un choc encore plus élevé pour moi parce que les petits surnoms que les camarades vous donnaient et le regard... Vous donnez à vous? Oui. Et le regard de négation parfois que d'aucuns posaient sur vous. Parfois vous vous disiez, mais pourquoi moi? D'accord. Parce que quand vous parlez à vous, on a l'impression que vous parlez de quelqu'un d'autre. Non, je parle de moi. Voilà. Alors, et puis, finalement, dans tout ce tumulte, vous obtenez votre baccalauréat, vous décidez de venir à Douala. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Déjà, dans ma tête, principalement, je voulais faire droit. Parce que papa se disait, il faut quelqu'un dans la famille qui va défendre les valeurs de cette famille. Et quand vous êtes arrivé à Douala, vous avez dû dormir à la Belle Étoile? Oui. Bien avant d'arriver à Douala, je me rappelle que papa a rencontré un de nos oncles qui a une bâtisse à Douala et il voulait que j'habite chez lui. 2 semaines avant les préinscriptions à l'université de Douala, mon oncle, son téléphone ne passait plus. Peut-être qu'il avait changé de numéro entre-temps. Ou juste un concours de circonstances, je ne sais pas. Et la première journée où je suis arrivé à Douala, parce que je n'étais jamais arrivé à Douala, j'ai eu le privilège d'arriver à Douala pour la toute première fois en 2013. Oui. Je viens aux préinscriptions à l'université de Douala. Oui. Et malheureusement pour moi, je n'avais pas eu la bonne information. Le jour prévu pour les préinscriptions, pour ceux de la faculté des lettres et sciences humaines, c'était le jour suivant. J'ai donc dormi en face de l'université dans un box. On les appelle généralement l'école box. J'ai passé ma nuit là et le lendemain je suis allé aux préinscriptions. Et ça n'a pas été la seule fois? Non, malheureusement. Oui. Le spectacle a continué avec ma première année à l'université. Déjà, je n'avais pas là où dormir. On a dû m'aider pour avoir un endroit pour dormir à Douala. Oui. Mais j'avais 10 000 francs le mois. Il fallait payer les copies et toute autre chose que demandait l'université, sauf les frais de scolarité. Il fallait manger, il fallait tout un tas de choses. Et là, je me décide qu'il fallait que je trouve quelque chose à faire. À défaut, commencer à mendier. Voilà comment je me retrouve pour la toute première fois dans une laverie à Douala. Donc vous avez fait la laverie, vous avez même fait le bain skin. Et puis, il y a cet épisode
du concours qui a été lancé par Canal 2. Ouais, justement, dans ce mélange de désordre et parfois de lamentation. Je me rappelle que après avoir passé 3 ans à l'université de Douala, je ne pouvais plus continuer parce que les conditions étaient devenues plus horribles. Déjà à l'université, pendant tout ce temps la nuit, j'étais laveur de voiture au carrefour Saint-Michel. Et en journée, j'allais à l'université. De 18h à 6h du matin, j'étais laveur de voiture. Et à 6h, je rentrais me préparer pour aller à l'amphi à 7h30. 3e année, difficile. Je me décide donc de retourner à EDEA. Et à EDEA, je deviens moto-taximan. Et j'ai fait la moto à EDEA 6 ans durant. Et en 2019, lorsque Canal 2 lance le concours de jeunes présentateurs télé, déjà qui permettait aux autres de pouvoir se déployer, je me dis j'ai des prédispositions parce qu'à EDEA, je faisais déjà la présentation de plusieurs événements. Voilà comment je me dis, non, cette année, il faut que je vienne tenter ma chance. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai rencontré un de mes enseignants que j'avais transporté sur la moto. Quand je l'ai garé, quand je l'ai déposé, il m'a dit, c'est pas ta place ici. On t'a vu au lycée, qu'est-ce que tu fais sur la moto? Voilà donc cette parole qui est restée dans votre mémoire. Voilà. Alors, quand vous veniez quand vous postulez pour le concours de jeunes présentateurs, vous vous attendiez à gagner ou bien c'était juste pour le plaisir, pour voir? J'avais disposé ce que les Anglais appellent le mindset. Ça veut dire le mental de venir prouver que je peux faire quelque chose. Pendant le casting, beaucoup de personnes, j'étais dans le concert de personnes qui me décourageaient. On me disait non, tu ne peux pas partir d'IDEA et venir gagner un concours qui est national d'ailleurs. Et je m'étais préparé à aller participer, quitte à ne pas être retenu, mais de savoir que j'ai tout donné. Donc, ils vous ont découragé que vous ne pouvez pas partir de votre idée natale, hein, et puis fils d'une personne quelconque, sorti d'un quartier quelconque, et parrainé par personne, et venir gagner un concours national. Oui, justement, voilà le prisme dans lequel on tendait à m'enfermer, généralement. Et il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez été le gagnant. Ouais, la Providence a voulu, par le biais de ce concours. Déjà, je profiterai de cette tranche d'antenne pour dire merci à Madame Joyce Futso et à Canal 2 International qui a permis par la vitrine de cette émission, par la vitrine de ce concours de jeunes présentateurs télé, de me révéler aujourd'hui. Oui, mais pas merci qu'elle vous a favorisé. Parce que je connais le personnage, elle ne va pas vous favoriser. Vous gagnez parce que vous avez les compétences. Vous avez gagné parce que vous avez... C'est ça ou bien? Justement. Voilà. Alors, et puis, on va revenir vers vous. Hein. Je vais donner la parole déjà au panel pour les premières réactions. Je commence par vous. Ludovic Ngaonou, vous êtes orphelin depuis votre tendre enfance. Ouais. Vous aussi, vous êtes arrivé où vous êtes par la force de votre mental. Ouais. Quand vous écoutez la sienne, qu'est-ce que vous dites? L'histoire c'est hyper émouvant et il y a beaucoup de paramètres dans son histoire qui se rattachent clairement avec la mienne. C'est dit, vous arrivez dans une ville où vous ne connaissez personne, vous venez pour un but et après vous avez toutes les choses autour de vous qui peuvent vous décourager de ce but. Il pouvait bien arriver à Douala, la première nuit, il dort dans ce box, il se fait agresser. Le lendemain, il décide de ne plus rentrer à l'université parce qu'il ne connaît personne et il se met à fumer. À fumer, par exemple. Bon, pour d'autres, c'est pas mauvais. Il se met à fumer ou il se range dans un groupe de voleurs et il fait d'autres activités. Mais il a gardé son objectif. C'était de venir à l'université. C'est vrai qu'après, il a dû changer d'objectif par la circonstance. Mais après, il n'a jamais perdu en vue que voilà, il veut devenir quelqu'un. Parce que c'est lorsqu'on perd cette flamme-là que tout s'arrête. Tant qu'il y a une flamme en nous qui nous dit, voilà, qu'importe les activités, il faut que je sois dans le meilleur, dans les prédispositions que j'ai à la base, c'est parti.
la vie va s'arranger toujours à vous mettre à votre place. Tant que vous avez, comme il a dit, le mindset préparé et prêt à tout casser devant vous lorsqu'il y a une certaine opportunité. Donc tout est dans le mindset. Ouais, tout est dans le mindset. Alors, je reviens vers vous, Francis Tchégué. Vous l'avez écouté, vous aussi. Vous qui avez parcouru quand même une bonne, le continent asiatique. Hein? Oui. Oui. Quand vous écoutez entre autres continents, bon, oui. Mais c'est pas le cas ici. C'est pas le lieu d'en parler précisément. Oui. Alors, quand vous écoutez l'histoire de Samuel, est-ce que c'est une histoire comme celle que vous avez l'habitude d'en entendre en tant que coach en développement personnel? Oui, c'est vrai que je consulte beaucoup de personnes qui très souvent sont en détresse ou souhaitent être encadrées psychologiquement par rapport à leur situation. Quand j'écoute la situation de Samuel, je suis tenté d'abord de lui poser 2 ou 3 petites questions pour avoir davantage de... Mais vous réagissez déjà d'abord à ce qui a été dit, voilà. Voilà. Mais c'est une histoire touchante, comme l'a dit le co-panéliste. C'est une histoire effectivement touchante, mais qui peut aussi être... évoqué comme un cas d'école pour les amis téléspectateurs, qui sont certainement nombreux. J'entends par là que ce n'est pas du tout un cas isolé dans nos sociétés, mais c'est des cas très répandus, qui malheureusement très souvent ne s'achèvent pas de manière héroïque, comme c'est son cas. Oui. Voilà. Et donc c'est un cas qui peut servir un peu d'école, le cas d'école pour beaucoup qui regardent. Oui, d'accord. Après vous allez nous dire comment est-ce, parce qu'il est encore en train de se fabriquer, parce que il est là, il en devenir, il n'a pas encore atteint, hein. Il n'est pas encore là où il aimerait être. Et puis vous, pasteur, on a souvent entendu dire que la pauvreté c'est la malédiction. Quand vous l'écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire que la pauvreté c'est la malédiction? Peut-être dans un sens indirect, parce que en tant que pasteur, je ramène tout dans la Genèse. Lorsque Dieu fait l'homme et la femme, il les établit dans l'abondance. Donc à l'origine, même à la création, on était riches. La première famille était riche. Et nous disons qu'il y a eu la chute de l'homme et ayant des conséquences, parmi lesquelles le péché, les maladies, les infirmités, la pauvreté. Nous allons dire que la pauvreté est une conséquence de la chute de l'homme. Cependant, dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, Jésus dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vu sous cet angle, on ne peut pas dire que toute personne qui est pauvre est sous le coup d'une malédiction. C'est vrai qu'il y a des sortilèges qui peuvent impacter une personne par la régression à la pauvreté. On ne peut pas voir toute personne pauvre et dire que c'est une personne qui est maudite. Mais puisque vous dites qu'à la base, c'était l'opulence. À la base, c'était l'opulence. Ensuite, la pauvreté est intervenue. Mais j'ai dit que Christ est la solution. Lorsqu'il rachète l'homme et que l'homme se connecte à lui, la bénédiction peut à nouveau être manifestée. Mais il y a des situations particulières. Quand vous suivez le témoignage de Samuel, tout part de la séparation de ses parents avec un effondrement de leurs ressources. Ça peut s'expliquer sur le plan purement économique et financier et même sur le plan familial. Mais nous refusons de dire que la pauvreté collectivement est une malédiction. C'est une malédiction. D'accord. Alors on va rentrer dans le débat. Comment partir de zéro à héros, juste derrière l'appel à témoins et la transition. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09.
Donc, vous avez aussi la possibilité, hein, les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran, vous aurez la possibilité de réagir aussi par SMS uniquement sur ces numéros-là, et les plus pertinents seront, pourquoi pas, relayés. Les appels, ça va servir à rien parce qu'on ne prendra pas d'appel en direct. Si vous réagissez par SMS, oui, on pourra parmi les plus pertinentes réactions. Alors, à vous, Francis Thiégué, je m'en vais vous. Quelle est la définition que le coach en développement personnel donne à la pauvreté? La définition de la pauvreté. Par le coach en développement personnel. Ah d'accord, sur l'aspect purement psychologique alors. Oui, parce que pauvreté peut être remplacée par le mot carence. Pauvreté, c'est une carence. Et c'est pas limité exclusivement à l'argent, ou ça peut on parle d'un terrain pauvre, s'il est aride par exemple, ainsi de suite. Mais dans notre contexte, la pauvreté, c'est justement cette forme de limitation de l'esprit. Limitation de l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être pauvre comme dans l'entendement général, d'être pauvre financièrement pour dire qu'on est pauvre. Non. Nous connaissons des gens, et quand je dis nous, j'en connais, mais vous, tout le monde, vous amis téléspectateurs, vous en connaissez, qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Vous comprenez? Il faut bien comprendre que la pauvreté, c'est pas un concept financier exclusivement. Non. La pauvreté ici, elle est mentale. Et la force mentale, c'est la véritable richesse à laquelle nous aspirons, en réalité. Donc, en général, nous parlons du concept de pauvreté quand on regarde le statut social des familles. Est-ce que papa est fonctionnaire, il travaille, maman fait ceci? Non, c'est une vision très limitée, en réalité. La véritable pauvreté, c'est celle qui est mentale. Oui. Vous avez des gens autour de vous qui vraiment ont tout, de manière sur le plan matériel, pour être soi-disant aisés, mais qui sont tellement malheureux, vous n'aimeriez pas du tout être à leur place. Ça, c'est des pauvres. Oui. D'accord. Enfin, c'est des pauvres d'une autre façon. Des pauvres qui ne sont pas pauvres matériellement. C'est des pauvres absolus. Là, j'insiste vraiment. Et je suis formel. Oui, ils sont absolument pauvres. D'accord. Parce que si on parle exclusivement d'argent, vous savez... Bon, parlons donc même justement du profil de ces personnes qui sont pauvres. C'est quoi le profil des personnes pauvres? C'est des personnes aigries. Je vous prends l'exemple, toutes les familles vont reconnaître autour d'elles des personnes qui, à longueur de journée ou à longueur d'année, au fil des ans, chaque fois qu'elles vous rencontrent, vous parlez d'un tel oncle qui n'a jamais rien fait pour lui, ça fait des années on n'a pas payé ceci pour lui, qui se plaignent de toute la société, sauf d'elles-mêmes. Donc, tous leurs problèmes, tous leurs malheurs viennent toujours des autres. Ces gens-là n'ont pas de problème, ils sont responsables de rien. C'est une forme grave de pauvreté mentale. Des gens qui mettent leurs échecs sur le dos de tout le monde, sauf sur leur propre dos. Vous comprenez? Qui vous diront, voilà, j'ai eu tel diplôme, ça fait combien d'années? Tel tonton aurait pu me placer, telle personne aurait pu ceci. Et regarde, tel camarade, Aline Fogoté, elle a réussi ici, alors que je suis... Bref, c'est toujours le problème des autres. Ça, c'est une forme de pauvreté. En fait, en psychologie, ça s'appelle la stacose. La stacose, en fait, qui vient du syllogisme quand on dit c'est à cause de. C'est à cause de. C'est à cause d'un tel. Ça s'appelle la stacose. C'est devenu une expression en psychologie. Voilà. Et ces gens également procèdent par ce qu'on appelle également en développement personnel l'excusite. Ils ont toujours une excuse. Jamais ils ne se mettent au centre des responsabilités. Ah oui, c'est vrai, tel ne m'a pas épaulé, tel ne m'a pas aidé, mes parents se sont séparés, oui, ses parents m'ont abandonné très petit, oui, mais j'aurais pu. Ou alors, je peux maintenant faire telle chose. Et c'est en ça que je disais que le cas de Samuel pourrait être un cas d'école sur lequel on pourrait s'étaler tout à l'heure. Alors, au-delà, vous, Ludovic, qui êtes passé, pas parce qu'il n'y en avait pas des biens matériels, il y en avait, mais qui n'ont pas été mis à votre portée. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous la décrirez, la pauvreté, vous la définirez? Bon, déjà, je pense que ce soit le professeur, que ce soit le prophète, ils ont essayé de prendre tous les concours de la pauvreté. Mais est-ce que vous pensez que vous avez été pauvre à un moment? Jamais, à aucun moment. Je m'explique. Des fois où vous aviez faim, vous étiez pas pauvre. Là, on reste véritablement dans la forme de pauvreté matérielle, comme l'expliquait le professeur. Parce que moi, quand
quand j'ai compris qu'il faut sortir du cancan de la contentologie, c'est dit il faut arrêter de se contenter de peu du cercle là où on est, de ces petits cercles fermés et tout, et qu'il faut foncer. Moi, j'ai arrêté d'être pauvre à ce moment, parce que toutes les douleurs ou alors toutes les souffrances, que ce soit la famille ou ce que je rencontrais dans la rue, je les prenais sur moi comme une autre force. En fait, c'est ça que je développais, c'est ça qui faisait grandir à peu près ce que j'appelais ma richesse mentale à l'époque. Ma richesse, c'était ma détermination, ma motivation, mes objectifs et ce que je voulais atteindre aujourd'hui, ou alors ce que je cherche encore à atteindre parce que je ne suis pas accompli. Donc, je dirais à la base que je n'ai jamais été pauvre parce que mes parents, même avant de mourir, ils sont morts, j'avais juste 2 ans. Et parce que mes oncles racontaient, me léguaient le petit héritage qu'ils pouvaient en fait. C'est dit, mes oncles racontaient toujours que ton père était quelqu'un de déterminé, de fort et ça m'envoyait des impulsions. Ta mère était quelqu'un de très bonne et tout. Et donc vous avez eu un entourage positif autour de vous? Oui, à la base j'ai eu un entourage positif. Oui, ouais. Malgré tout. Malgré tout, oui. Alors, moi je vais poser la question à l'homme de Dieu, à l'apôtre Jérémie Nembot, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées, qui sont destinées à être pauvres? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont destinées à être pauvres? Ou prédestinées à être pauvres? La prédestination à être pauvre. Je dirais oui et non. D'abord oui, parce qu'il y a une réalité. Il y a des personnes qui ont un arrière-plan spirituel composé de forces occultes qui vont établir la pauvreté dans leur vie. J'ai prié pour des personnes et il y a des personnes qui ont des mains percées sur le plan spirituel. Donc la personne dira: est-ce que c'est vrai que j'ai eu 1 million? Qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Il y a des personnes qui ont des mains enchaînées sur le plan spirituel. Vous allez lui donner même un fonds de commerce, il ne se lèverait pas pour travailler. Donc, il y a un arrière-plan spirituel sur la vie de certaines personnes et sur la vie de certaines familles qui font à ce que la pauvreté est un héritage simplement. Ce n'est pas qu'ils sont devenus pauvres, mais ils sont nés sous des condamnations spirituelles de pauvreté. Et même des malédictions familiales, je veux dire que... Exactement, il s'agit là des malédictions familiales. Vous voyez, il y a certaines familles qui ont une dévotion vis-à-vis de certains lieux sacrés. C'est des autels. Et si ces autels sont dominés par des esprits de carence ou de pauvreté, les gens naissent sous cette condamnation. Vous voyez certaines familles, si vous prenez de l'arrière-grand-père au petit-fils, vous allez compter 500 personnes, 1000 personnes, mais tous sont dans une fondation profonde de pauvreté et de misère. Souvent, il y a un arrière-plan spirituel et ces gens ont besoin non simplement de recevoir le Seigneur, mais d'être exposés au ministère de la délivrance. Ça, c'est le cas affirmatif. Oui. Moi, je voudrais vous poser la question à vous, Francis Tchégué, c'est de savoir comment est-ce qu'on pense positif quand on a faim? Comment est-ce qu'on pense positif quand on a le bébé en main qui est en train de pleurer et qui veut manger? Comment est-ce qu'on peut penser à se dire que demain, ça va être meilleur quand on ne voit rien de meilleur autour de soi? C'est une question excellente et pertinente. Je dirais déjà à la suite de l'homme de Dieu, comme vous l'appelez si bien, que c'est vrai, dans nos concepts sociaux et sociologiques, on a tendance à admettre qu'il y a des familles qui sont ainsi vouées à la pauvreté. Bien, mais chez nous, dans notre domaine de la psychologie, ça s'explique autrement que par cette forme de malédiction généralisée. Vous savez, on a tendance à dire, on dit en général en français, ce qui se ressemble s'assemble. Oui. Mais très souvent, on oublie de dire également à l'inverse, ce qui s'assemble finit par se ressembler. Les Chinois disent « Ren zhi chu xing ben shan, xing xiang jin, xi xiang yuan ». Ce qui veut dire qu'à la... Oui, je vous traduis, je vous l'explique. Oui. Enfin, littéralement, ça veut dire, à la naissance, nous sommes tous riches. Nous sommes tous égaux et riches. Riche ici, ça veut dire positif. Pas riche financièrement, une fois de plus. Mais au fil de la société, au fil du temps, on se sépare par nos environnements. Vous comprenez? Alors ces familles-là, comme nous les taxons, entre guillemets, maudites, ainsi de suite, qui, du grand-père à, je sais pas, de plusieurs générations, sont soi-disant pauvres. C'est justement, d'un côté, il y a l'influence de cet environnement. Lorsque, en famille,
vous qui êtes le parent, vous êtes comme un demi-dieu pour l'enfant. Lorsque vous le répétez tout le temps, vraiment, nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Vraiment, nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Contente-toi de ce que tu as. Nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Ne lève pas les yeux, c'est notre comme ça. Très bien. Pour l'enfant qui absorbe ces connaissances, c'est des vérités plus que bibliques, plus qu'évangéliques. C'est des vérités qui s'implantent jusque dans son subconscient. Et à la longue même, cet enfant finit par avoir peur de sortir de la pauvreté. Il commence à voir en l'argent quelque chose de dangereux. Ce qui est entièrement erroné. L'argent n'est pas du tout mauvais. Il n'est pas dangereux. C'est l'usage qu'on en fait qui peut être dangereux. Donc, souvent, c'est les parents. Il faut faire attention à ce que les parents projettent sur les enfants. Très bien, les parents devraient faire très attention à ce qu'ils disent aux enfants, même quand ils parlent à leurs amis, à leurs égaux, en présence des enfants. Parce que ces informations-là sont absorbées dans leur psychologie et dans leur psyché et s'encastrent dans leur subconscient. Et se projettent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Vous comprenez? Et voilà pourquoi, vous voyez dans les quartiers ou dans nos villages, chaque fois que quelqu'un a réussi dans un domaine économique, c'est-à-dire qu'il a commencé par une petite boutique, il a évolué, on commence à le soupçonner. On dit, il a dû tremper. Oui, parce que j'ai appris depuis l'enfance que l'argent est mauvais. Si quelqu'un a tant d'argent, c'est qu'il est mauvais, forcément. Son père est pauvre, sa mère est pauvre, comment lui il fait pour... Il sort d'où Il sort de son aidé, là, il arrive à Canal 2, il a fait comment? C'est sûr qu'il est entré dans la secte là-bas avant d'arriver. Ainsi de suite. Donc, j'ai encadré plusieurs fois et j'ai consulté des patients qui, justement, sont fermés dans ce genre d'idées auxquelles j'ai dû, je veux dire, à travers les paroles seulement, aider un peu à débloquer cette obscurité. En leur disant, juste après les avoir écoutés pendant 5 à 10 minutes, je leur dis, mais vous êtes quelqu'un de très riche, vous savez. Et alors ils ouvrent les yeux en disant, non, comment ça? Et puis je leur sors un petit trait de caractère qui est rare dans nos sociétés. Je dis, développez ça, vous allez voir. D'accord. Alors moi, je vais vous donner la parole après. Moi, vous allez nous dire, parce que finalement, Francis Tchégué n'a pas répondu à ma question. Oui, il a dit de belles choses, mais il va revenir après. Je vais revenir à cette réponse qui, en fait, peut tenir en 2 phrases. Hein, oui, non, vous aurez le temps de revenir sur Très bien. Moi, je m'en vais la poser cette fois-ci à Ludovic. Ludovic Dufort, et puis je vous la poserai à vous aussi, Samuel. Comment est-ce que, quand vous avez faim, lorsque vous êtes enfermé dans une chambre où vous voyez votre cousine en train de manger, en train de jouir des fois peut-être des biens qu'on a laissés pour vous, ou bien de jouir de ce que vous aurez pu aussi jouir, comment est-ce que dans cet univers noir, vous arriviez à vous dire « je vais réussir, je vais quelque part » De manière claire, c'est l'un des exercices les plus difficiles pour toutes les personnes qui sont passées par cette solution. Parce que si devant vous, vous avez déjà l'exemple de ce que vous voulez, c'est-à-dire, comme vous avez dit, il y a quelqu'un qui est en train de manger et que vous n'avez même pas un bout de pain, il faut être un diable ou un dieu véritablement pour se sortir. Mais généralement, dans ces situations-là, je me suis imaginé à maintes reprises ce qu'il faudrait faire pour ne plus jamais me retrouver dans cette situation. Et vous pensez à quoi? Vous imaginiez quoi? Je pensais à sortir, trouver des activités, sortir, essayer de... Je ne sais pas trop, mais faire n'importe quoi qui peut être bénéfique pour moi, pour que plus jamais je ne sois envier quelqu'un qui a envie de manger. Et c'était quoi concrètement? Généralement, concrètement, dans mon cas, c'était de commencer à avoir un objectif sur des activités que je peux mener de manière personnelle. C'est-à-dire que ce soit le commerce, parce que j'ai vendu des petits fagots de bois, je partais ramasser des mangues comme il disait et tout. En fait, c'était de créer le maximum d'activités qui peut me faire manger bien avant même de rentrer à la maison. C'est dire qu'au moment où les gens sont en train de manger et qu'ils espèrent que moi je vais languir en les regardant, j'ai déjà le ventre plein. En fait, c'est cette succession d'activités que j'ai dû poser pour véritablement arrêter d'envier ou alors de me cantonner sur l'aspect si très dur ici. Mais c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile véritablement. Et vous, Samuel, est-ce que vous êtes dans cette obscurité, est-ce que des fois vous avez pensé que vous allez voir le bout du tunnel? Parce qu'après ça, vous avez dormi au sol dans une église, vous marchiez des kilomètres avec votre papa fatigué, vous arrivez très tard, il faut repartir le lendemain très tôt le matin. Est-ce que vous, sincèrement, vous pensiez que vous pouviez voir le bout du tunnel? Oui. Je pense que dans la vie, il faut avoir un miroir. C'était quoi votre miroir? Jean-Jacques Zé. Ah. Oui. Vous disiez? Je me rappelle, pour la toute première fois où j'ai eu
la possibilité d'aller dans un cyber, j'ai demandé qu'on me donne sa photo. Ah, un et bel hommage à je l'ai collé sur un mur de ma maison. Et tous les matins, quand je me levais, je regardais cette photo. Oui. Je me dis, cet homme, je dois avoir quelque chose de lui. Oui. Et j'ai eu ce privilège en 2019, avant d'arriver au concours de jeunes présentateurs télé, d'aller à son chevet partant d'EDEA pour lui demander des conseils. Je pense que il faut avoir... Ah, vous l'avez rencontré? Oui. Vous avez été très bien accueilli parce que c'est quelqu'un de très ouvert, très humble. De très ouvert. Je suis rentré comblé par les paroles. Il ne m'a pas donné de l'argent, mais la parole qu'il a mise, qu'il a plantée à moi, a été d'un grand bien. D'un grand bien, d'accord. Alors, à vous, avant de revenir à vous, je pose la question à vous, l'homme de Dieu. Comment est-ce que les gens, au plus profond de la nuit, peuvent penser à voir positif? Comment faire pour penser de façon positive? La première chose, il faut vous dire que vous n'êtes pas sur la terre pour être un échec. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour être un échec. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut se dire que si Dieu vous a mis sur terre, c'est parce qu'il a un agenda pour vous. Troisièmement, il faut aussi assimiler de bonnes choses en soi-même. Alors, moi, je vais repositionner parce que là, on vous est déjà dans le comment penser positif. Mais comment est-ce que la maman, elle a faim tout de suite. L'enfant, il a besoin de prendre du lait. Elle n'a pas de lait dans son sein. Il y a les plus petits aussi qui demandent à manger. Elle est maman célibataire. Comment est-ce qu'elle commence à penser à Dieu alors qu'il y a faim, là, là, là? Il y a famine, là, là, là. Vous avez un enfant qui a faim. Vos enfants ont faim. Ils sont en train de pleurer. Hein? Ils sont en train de pleurer. Et si vous n'avez pas de ressources, il faut demander une aide. C'est quelque chose qui est pratique. On ne va pas faire autrement. Il faut demander une aide ou bien il faut s'adresser à des personnes qui peuvent simplement intervenir. Mais je dirais aussi que il ne faut pas penser que lorsqu'on est dans la... Bon, il y a plusieurs options. Il y en a qui disent « Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour être dans ma situation ?» Ils vont maudire Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont dire « Dieu, je suis dans cette situation, mais j'ai la foi en toi pour me sortir de cette situation. » C'est la deuxième option que je suis en train de conseiller. Mais après ça, je vais dire comme Ludovic, il faut faire quelque chose. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Vous voyez, dans nos villes ici au pays, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes venues d'autres pays et qui font des tâches que les Camerounais ne veulent pas faire. Ah oui, quand même. C'est une réalité. Oui. On a des gens qui se promènent, qui font du tout petit commerce. Il y en a qui vont cirer vos chaussures. Il y en a qui vont tailler les ongles. Mais je crois qu'il y a un problème dans la mentalité camerounaise. Tant qu'un Camerounais n'est pas dans un bureau climatisé, avec son paraffin et un costume, il ne veut rien faire. Un jour, j'étais à l'étranger, j'étais à Djibouti. Et quelqu'un m'a dit, vous êtes Camerounais? J'ai dit oui. Il a dit, c'est pas possible. C'est le pays où, lorsque le maïs tombe, il pousse seul. J'ai dit effectivement. Et puis j'ai commencé à regarder la terre. Là-bas, c'est du sable. Même l'herbe ne pousse pas là-bas. Donc, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et tu verras la main de Dieu sur toi. Oui. Bien, je crois que c'est la question telle qu'elle est posée. Hein. En fait, c'est un peu prendre le train au milieu. Parce que la situation de l'enfant qui pleure et la maman qui, à l'instant, doit trouver une solution, elle n'est pas tombée du ciel, là, à l'instant. C'est un aboutissement. C'est d'abord ce qu'il faut se dire. Alors, au départ, il faut savoir que chaque être humain, on dit, l'homme est ce qu'il se fait. Chacun doit, au départ, se fixer un objectif précis dans la vie. Après avoir fixé un objectif précis et clair, il faut établir les étapes pour y arriver. Et troisièmement, il faut passer à l'action. Alors, sur ces étapes, sur ce parcours, vous aurez toujours des obstacles. Parce que vous n'êtes même, je sais pas, même Jésus, en fait, n'a pas tout fait comme il voulait. Chacun rencontre des obstacles. Il faut considérer que ces obstacles font partie du parcours.
Et donc, c'est à l'issue de ces obstacles que vous allez atteindre votre but. Donc, le fait que l'enfant pleure maintenant et que la maman doive lui donner le sein et elle n'en a pas. Bon, maintenant, oui, bon, je vais... Et si elle pense ça comme une fatalité, c'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Elle doit savoir garder sa force mentale et se dire, le but final de sa vie, c'est pas cette nourriture de maintenant. C'est une difficulté sur le parcours. Voilà ce qui lui permet de garder le moral haut et de continuer la bataille. Parce que le Samuel qui arrive aujourd'hui à passer le concours en a connu des étapes et des étapes. Mais sur ce parcours-là, il aurait pu ce soir-là, pendant qu'il dormait dans le box, se dire, c'est fini là, je n'ai rien à manger, comment je vais penser à autre chose? Mais il a continué. Aujourd'hui, il est à Canal 2 comme stagiaire. Il sera éventuellement recruté, je le lui souhaite. Il est en devenir, hein, il monte. Hein. Bien. Mais sa bataille ne s'arrête pas. Je suis sûr que ses camarades qu'il a laissés à aider, sont en train de dire waouh, tu es déjà à ce niveau, qui me met à ta place. C'est une star. Dans nos quartiers, on dit qui peut te faire. Alors, mais seulement, nous disons également en psychologie, le chemin vers le succès n'a pas de ligne d'arrivée. Oui. Ça, il faut le retenir. C'est un parcours en permanence. Parce que Samuel, même quand tu auras été recruté à Canal 2, ça ne sera pas une fin. Oui. La bataille continuera. Peut-être même qu'elle sera encore plus féroce qu'avant. Et même après Canal 2, peut-être vous aurez d'autres portes seront ouvertes à vous. C'est pour dire que le parcours de la vie, effectivement, n'a pas d'arrivée. Ou plutôt si, il y a une seule arrivée finale. C'est la mort. La mort, ouais. Voilà. Oui. C'est le seul moment où tout s'arrête. Oui. Alors, on va partir déjà sur des pistes de solutions. Comment est-ce qu'on part pour vous, Ludovic, 2-0 pour Héros? Il y avait un ancien collègue qui présentait l'émission News à la Cannes, qui avait ces awards-là, qu'il intitulait souvent From Grace to Grace. Ah, From Grace to Grace. Oui, de l'herbe à la grâce. Puis comment est-ce qu'on part de l'herbe à la grâce? Déjà, pour moi, c'est que accepter que sa condition de 0 est une condition bénie. Moi, je le dis toujours. Parce que lorsqu'on a 0, on a l'opportunité de tout créer, de tout faire. Parce que si on est déjà avec 9 ou 10, ça ne compte plus. On a déjà des prérequis. Mais à 0 encore, on peut se forger le moral qu'on veut. On peut choisir les activités qu'on veut. On peut accepter d'être celui qu'on veut devenir demain. Donc, la première étape pour moi, c'est d'abord d'accepter sa situation et ensuite de chercher les contours de sa situation, c'est-à-dire se fixer des objectifs, avoir des objectifs assez clairs, avoir une vision, avoir une mission, et ensuite simplement passer à l'action avec toute la détermination possible pour accomplir cette vision et cette mission-là. Et si tout est bien placé, forcément on arrive à bon port. Est-ce que vous pensez que vous êtes déjà accompli, par exemple? Je pense que pour mon parcours, des fois je m'étonne, parce que j'ai fait pas mal de chemin, parce que des fois je vais lui dire, je me raconte mon histoire à chaque fois qu'il s'est dit, parce que une journée comme aujourd'hui, le soleil a failli me traumatiser. Oui. Mais après je me suis souvenu pourquoi j'ai commencé. Je me suis souvenu que voilà, je me suis donné 8 ans encore pour être ministre des Arts et de la Culture de ce pays, et j'ai pas le droit de pleurer pour un petit soleil, donc il faut que je fonce. Donc en fait c'est... Il est ambitieux. En fait c'est ça le principe, il faut pas s'arrêter. Dès qu'on a un objectif, dès qu'on a une vision, une mission et tout, on fonce directement, on passe à l'action. L'action, pour moi, c'est la meilleure des réactions. Il va être content, hein, le ministre de la Culture. Il a déjà mon message, il a mes lettres tous les jours. Donc, il sait déjà qu'il y a quelqu'un qui pousse quelque part. Oui. Okay. Chaque jour, moi, j'aime ça. Chaque jour, je me raconte mon histoire. Ouais. Je me dis à moi-même, écoute, tu viens de tel endroit. C'est beau ça, c'est bien dit. Alors, Samuel, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous pouvez conseiller, pour vous qui êtes en train d'aller quelque part, s'il y avait un message à passer aux gens que vous avez vus dans la même situation, ce serait quoi? Je leur dirais ce soir, assumez-vous. Et pensez grand. C'est fort, ça. La plus grande des choses, ou le plus grand héritage qu'on peut bâtir en soi, c'est de penser grand. Alors, lorsque vous avez la pensée suffisamment remplie en vous, de savoir que ma situation présente ne sera pas la même demain. C'est déjà un grand pas. Et c'est un grand investissement que vous mettez en vous, qui est plus important d'ailleurs que la valeur qui peut être autour de l'argent. Ça veut dire, pour beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui assis sur le banc du désespoir, comme je l'appelle souvent, pensez grand. Dites-vous que l'état dans lequel vous êtes, soyez comme une feuille morte. Lorsqu'elle se détache d'un arbre, elle laisse le vent l'entraîner. Mais dans ce chemin qu'elle est en train de suivre, il y a un but à atteindre. Ça veut dire, à un moment, sortez de cet orgueil de la jeunesse.
à penser qu'on est suffisant. Non. Allez auprès de ceux qui ont quelque chose de plus élevé que vous. Allez le prendre en eux et bâtissez-vous. Ce qu'on appelle un peu les mentors aussi. Vous allez nous en dire plus. Hein. Je prends quelques réactions. Vous allez nous parler justement de ce qu'on appelle les mentors. Parce qu'il a dit quelque chose d'assez marquant. Il est allé vers Jean-Jacques Zé. Hein? Tout à fait. Il a pris la photo de celui qui pouvait être de la personne qu'il voyait comme miroir et puis il l'a placé devant lui. Alors je vais prendre quelques réactions sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel, donc vous mettez un S à Intime et un S à Conviction, vous défilez sur la page. Il y a Gérard Arsène qui dit « Moi, je pense qu'aucune personne n'est pauvre car pour réussir, on se fait toujours aider. Hein, pour avoir une situation, une opportunité ou quoi que ce soit, on a toujours besoin d'aide. Alors, tout homme est riche car il a toujours une ressource humaine autour de lui dont l'homme doit savoir saisir ses opportunités. » Alors, il y a William Eloko Epane qui nous dit « J'ai écouté ce mec plusieurs fois. Voilà, pour moi, je pense qu'il peut simplement... » Voilà, son histoire peut aisément attirer la sympathie. La pauvreté n'est pas seulement l'absence d'argent, c'est l'absence d'idées. Voilà. Après, si vous appelez, on ne va pas pouvoir lire tous les messages. Je trouve ça pertinent, hein, même ces réactions-là. De ce qu'on appelle les mentors. Oui, on peut le dire, on peut appeler ainsi les mentors. Mais en fait, dans le cas d'espèce, parce que le mentor a déjà une relation de maître à disciple avec la personne encadrée. Dans le cas d'espèce, ce serait alors ce qu'on appelle les modèles. Se faire des modèles. Et notre société, malheureusement, est vraiment en perte de modèles. Oui. Oui. Mais est-ce qu'elle est en perte de modèles ou bien c'est les gens qui cherchent mal, qui s'orientent vers des modèles qu'il ne fallait pas? Non, je dirais plus elle est en perte de modèle parce que justement ces aînés, entre guillemets, parce que en général dans une société hiérarchisée, les jeunes, ou alors depuis l'âge bébé jusqu'à l'âge adulte, ont tendance à imiter ce que font les aînés. Mais si dans une société les aînés sont du genre plaintifs, hystériques, névrosés, tendus, buveurs, alcooliques, ainsi de suite, et qui, je sais pas moi, vous allez copier ce modèle-là finalement. Et donc ça ne va pas être les bons modèles. Dans le cas de Samuel, il a observé. Je veux dire, sur plus de 25 millions de Camerounais, il ne connaît pas que Jean-Jacques Zé. Il en a connu plein d'autres. Mais il a choisi un qui a dit, ça c'est un modèle pour moi. Voilà. Qui pourrait par la suite donc devenir un mentor et éventuellement l'encadrer. Mais ça, c'est donc le bon parcours. Par contre, la bonne méthode. La bonne méthode, voilà. La bonne démarche. Parce que notre société est vraiment en manque de modèles. Parce que vous avez même... que ce soit dans la classe dirigeante ou dans les familles, où vous avez des oncles, des parents et tout, qui vraiment ont des attitudes qui vous égarent. Vous, le jeune, vous êtes embrouillé. Est-ce que je fais comme tonton tel? Mais après, vous voyez ce qu'il fait. Entre ce qu'il dit souvent et ce qu'il fait, il y a un décalage incroyable. Alors, vous voyez certaines autorités qui font des choses incroyables. Donc, c'est ça que j'appelle société en perte de modèle. Donc, et des modèles comme celui-là, celui que Samuel a pu choisir, c'est des cas rares. Il y en a, mais je dis, c'est des cas un peu rares dans nos sociétés. Il est question maintenant que ça se développe. Que nous, les aînés, montions le bon exemple aux cadets qui viennent. Et que nos aînés aussi... Ou bien peut-être qu'on en parle un peu plus, parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui peut-être ne sont pas mis en lumière, mais il y en a une pléthore. Il y en a, mais sont-ils majoritaires? J'en doute franchement, et c'est avec le cœur saignant que je dis, quand vous passez dans les rues, tous les bars que vous voyez, plein des gens qui prennent la bière, ce sont nos aînés, c'est pas un bon exemple. Alors moi je vais demander à l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle la loi de l'attraction? Est-ce que c'est ce qu'il faudrait pratiquer ou bien autre chose? La loi de l'attraction, en ce sens que, par exemple, Samuel était attiré par Jean-Jacques Zé. Non, attiré à soi les choses auxquelles on pense. Donc si vous pensez négatif, vous attirez négatif. Si vous pensez positif, vous attirez du positif. Oui. Est-ce que l'homme de Dieu que vous êtes préconise la loi de l'attraction? Se dire par exemple que, j'ai mon chèque là, il y a ce qu'on appelle les chèques, vous rédigez votre chèque et vous mettez un montant de, je veux 5 millions. Vous mettez, car vous remplissez un chèque et vous le déposez quelque part. C'est-à-dire que chaque matin ou chaque soir, chaque matin quand vous vous levez, vous venez, vous ouvrez, je sais pas, votre livre, vous l'avez mis votre chèque, vous le regardez, vous focalisez dessus. Et puis quand vous voulez vous rendormir,
vous allez encore regarder, vous focaliser les 5 millions sur... Hein, ou bien pour vous, c'est de la sorcellerie? Je voudrais dire ceci. Un homme n'est en fin de compte que ce qu'il a assimilé à l'intérieur de lui-même. La parole de Dieu dit, tel un homme pense, tel il est. Donc, si vous avez des pensées d'abattement, d'échec, d'affliction, c'est toujours la foi, mais c'est une foi négative. Mais si vous cultivez des pensées d'élévation, de succès et de bonheur, si cela prend vie en vous, alors c'est aussi la foi. Mais cette foi, c'est une foi purement positive. Il faut savoir que Dieu lui-même est limité par la pensée de l'homme. Dieu ne peut pas prendre pied dans votre vie s'il ne trouve pas la foi. Lorsque vous êtes dans une situation désespérée, la première chose, il ne faut pas accepter la résignation. Deuxièmement, il ne faut pas abandonner. Il faut se dire, j'ai ma place en ce monde. La pauvreté n'est pas ma portion, l'échec n'est pas ma portion. Mais est-ce que ce n'est pas vous aussi, les hommes de Dieu, qui prêchez souvent que la richesse, c'est pas important, c'est les choses du diable. Mais c'est les choses matérielles, c'est pour les mondains. Il y a combien d'hommes de Dieu sur terre et quelle est la proportion de ceux qui prêchent ainsi? Je sais que Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Il n'a pas dit heureux ceux qui sont pauvres matériellement. Et si vous lisez même la Bible, vous verrez que l'ensemble des personnages bibliques qui ont marché avec Dieu et l'ont connu ont été bénis à la fois spirituellement, matériellement et financièrement. Si quelqu'un dit que, bon là je veux rejoindre Prof pour dire que l'argent n'est pas un problème, mais c'est la cupidité ou bien l'usage qu'on fait de l'argent qui serait un problème. Un problème, d'accord. En 2-3 points, rapidement, pour sortir de sa zone de confort. Pour sortir de sa zone de confort. On a fini, oui. Oui, il faut croire que tout est possible. Et je donne une portion de la Bible encore. Nous avons tout pleinement par Christ. Quand vous cultivez dans votre cœur que vous avez tout pleinement par lui, vous allez donc enfanter ces bénédictions, mais il faut que cela se greffe à un travail pratique. Oui, donc cela se greffe à un travail pratique. N'allez pas vous asseoir. Ah, il a dit que je vais être riche et ça va tomber du ciel. Alors, on termine aussi avec vous. Hein. Oui. Ah, déjà? Oui, on a déjà terminé malheureusement. Ça va si vite. Hein. Oui. Ben, je dirais que... Comment sortir de la pauvreté? Comment sortir de la pauvreté? Oui. Ben, tout se passe là-dedans, au départ. Si on vous donne tout l'argent de cette planète et que là-dedans vous n'êtes pas débloqué, ça ne vous servira à rien. Vous resterez Parce qu'il y a pauvre. Pierre Pirot qui nous dit « Salut, je n'ai jamais eu de pensée positive. Tout ce que je pense ne se réalise jamais. » Ben, il commence bien par dire « Je n'ai jamais eu de pensée positive. » Ben, il comprend donc. Et, voilà. Nous parlions tout à l'heure de la loi de l'attraction. Vous savez, la loi de l'attraction, c'est quoi? C'est la réalisation de nos pensées répétitives. Parce que tout ce que nous pensons de manière obsessionnelle s'inscrit dans notre subconscient et envoie un message à l'univers. Et déclenche alors le processus, selon l'action que vous menez, de la foi. Plus vous y croyez, plus vous allez vers ça. Alors, dans nos vieux proverbes bantous, nous disons, si vous dessinez le diable sur votre mur, il finit par venir. En fait, dans le processus, de quoi il s'agit? C'est le fait de revoir ce diable tout le temps. Oui. Et de l'avoir dans l'esprit. Oui. Donc, pensez, quand vous avez un voyage à faire, ne pensez pas, je ne veux pas faire d'accident, je ne veux pas faire d'accident, je veux pas faire... Là, c'est justement l'accident que vous répétez. Pensez, non, je vais arriver. Et vous y arriverez. Les deux, en fait, grammaticalement, les deux signifient la même chose. Sémantiquement. Mais en fait, psychologiquement, c'est très différent. Entre dire, je ne veux pas échouer, et dire je vais réussir. C'est deux choses très différentes. Après, vous allez nous parler de l'attitude, parce qu'on n'a pas beaucoup abordé l'attitude. L'attitude quand on veut être un gagnant. Hein? Il y a une certaine attitude aussi. Absolument. Oui, l'attitude du gagnant, c'est celle qui, c'est l'attitude qui n'abandonne pas. La personne qui n'abandonne pas. Et qui considère les échecs comme des tremplins pour aller vers son but. Physiquement, comment est-ce qu'il se comporte? Comment est-ce qu'il salue les gens? Comment est-ce qu'il choisit les personnes avec qui il va? Hein? Voilà. Il développe ce qu'on appelle en psychologie une personnalité plaisante. C'est-à-dire, il est souriant, il est détendu. Il ne vous donne pas l'impression de quelqu'un de fatigué. Il ne dit pas vraiment, me voici mes restes. Non. Il dit, je vais très bien. Voilà.
Et même s'il est souffrant, il te dit non, ça va de mieux en mieux. Cette parole va déclencher un processus qui va vraiment l'amener à aller de mieux en mieux. Par contre, s'il se dit, oh, je sais même pas si ça va aller un jour, vraiment, on m'a donné des médicaments là, c'est fini. Là, vous aggravez tout. Donc, c'est ça l'attitude, ce qu'on appelle une personnalité plaisante, c'est celle-là qui est vivante, qui est dégagée, qui ne veut pas que le monde s'apitoie sur soi-même. Voilà. Oui. Malheureusement, on a terminé. Et vous avez fini, vous avez terminé. Est-ce que vous avez terminé votre thé là? Et non, je ne l'ai pas terminé. L'homme de Dieu aurait voulu également faire. Il a dit que dorénavant, lui aussi, il marchera avec son thermos. Il a voulu qu'il le dise de lui-même. Je vais faire comme vous. Avec ma théière et de l'eau chaude à l'intérieur. Ça fait aussi du bien, ça c'est important de le dire, de se sentir bien dans sa peau. Absolument. De savoir qu'on arrive à marcher, on arrive à sourire aux gens, on est leste, on est dégagé. Ça aussi, ça fait du bien. Pour ce soir, c'est terminé. Merci d'avoir été des nôtres. Lundi prochain, on vous invitera à suivre une histoire tout aussi extraordinaire. Merci infiniment de nous avoir invités. Je vous en prie. À votre Bonsoir. santé.